Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Le 4 juin dernier a été signée la nouvelle convention médicale entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Pour parler de ce qui va changer pour nos confrères médecins généralistes et libéraux, j'ai l'honneur d'accueillir dans cet épisode Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Diplômée d'HEC, elle fut conseillère technique ministérielle en charge des comptes sociaux. Mon invitée a également été conseillère technique auprès du ministre des Finances, puis du Premier ministre et du Président de la République. Elle est aujourd'hui notamment responsable des relations avec les professionnels de santé au sein de l'assurance maladie et a participé à l'élaboration de la nouvelle convention dont je vous propose de parler dans cet épisode. Nous aborderons notamment avec mon invité les modifications de cotation des actes en médecine générale, la délégation de tâches, l'attractivité de notre spécialité et je lui demanderai quelle est la vision de l'assurance maladie concernant la médecine générale pour ces prochaines années. Bonjour Marguerite Cazeneuve. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon entretien. Je vais vous poser directement, comme d'habitude, ma première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour nos auditeurs qui seraient novices dans le monde syndical et les relations avec l'assurance maladie, qu'est-ce que cette fameuse convention? Quel est son but? Qui sont ses acteurs et ses signataires? Alors c'est une bonne question, parce qu'il faut souvent qu'on se le rappelle. C'est vrai que c'est un système qui est un petit peu particulier et qui est en fait assez singulier en France. La plupart des autres pays européens, ça fonctionne pas comme ça. Mais en France, vous avez une très grande partie des professionnels de santé qui sont des professionnels libéraux, donc qui sont des professionnels indépendants. Et donc l'assurance maladie, à partir du moment où une partie de l'offre de soins n'est pas publique, il y a un contrat qui doit s'établir entre l'assurance maladie, qui est le payeur, mais j'y reviendrai pas que, et les médecins libéraux qui sont des travailleurs indépendants, qui sont des professions libérales. Et donc comme évidemment on a des sujets en commun, et notamment le fait que nous remboursons à la fois les honoraires, en tout cas une partie des honoraires des médecins, et d'autre part leur prescription, c'est normal qu'on se mette d'accord sur les termes de ce contrat. Et donc il y a deux choses. Il y a effectivement nous, c'est évidemment très important pour nous en tant que financeurs, puisque l'assurance maladie, elle représente 80% du remboursement des soins en France. 80% de la dépense de santé en France, elle est prise en charge par l'assurance maladie, donc c'est considérable. On est quasiment le pays avec le plus haut niveau de solvabilisation des soins. Mais par ailleurs aussi dans ce contrat, comme dans tout contrat, on représente nous la voix des assurés sociaux. Et donc quand on discute avec les médecins libéraux, les syndicats des médecins libéraux défendent les intérêts des médecins libéraux. C'est la raison pour laquelle ils sont élus par leur mandant. Et nous, on représente à la fois le financeur, mais aussi le garant de l'accès, d'un égal accès à un système de santé d'excellence pour tous les assurés sociaux. C'est ça un peu nos deux missions. Donc, on se met autour de la table et on doit se mettre d'accord sur les termes de ce contrat. Et ce contrat, en fait, ça s'appelle la convention. Ok, donc normalement c'est tous les 5 ans, c'est ça? Il y a les principaux syndicats de médecins libéraux qui discutent avec l'assurance maladie et qui statuent sur les nouvelles règles du jeu, avec notamment les nouvelles cotations, etc. Exactement. Je crois que cette dernière convention a pris du temps. Je crois que ça a été 18 mois de négociation. Il y a eu un règlement arbitral avec une reprise à l'automne dernier. Il me semble que c'est assez inédit, particulièrement long. Est-ce que vous pouvez me partager votre sentiment à la signature de cette convention et comment percevez-vous celui des médecins libéraux? Alors effectivement, c'était une discussion, une négociation particulièrement longue et dure, hein, il faut le dire. Et c'est vrai que nous, par ailleurs, à l'assurance maladie, en fait, on a ce type de discussion avec l'ensemble des professions libérales. Donc on a des comparatifs, et donc c'est vrai que la discussion avec les médecins a été particulièrement longue et musclée. Alors évidemment, ça crée des frustrations de part et d'autre, et en même temps, le fait d'avoir discuté longtemps,
fait que la copie a beaucoup, beaucoup bougé entre les premières discussions qu'on a eues avec les médecins au tout début de la discussion et la copie finale. Il y a vraiment énormément de choses qui ont bougé. Et donc, le fait d'avoir quand vous regardez les grandes négociations, indépendamment évidemment des discussions conventionnelles, mais dans les grandes négociations, voilà, des négociations qui prennent du temps. C'est aussi des négociations qui sont souvent de bonnes négociations, puisqu'à la fin, l'objet sur lequel les partenaires se sont mis d'accord, c'est un objet où chacun a vraiment tiré le max qu'il pouvait de la discussion. Et donc, à partir du moment où on a réussi à se mettre d'accord en ayant beaucoup, 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 beaucoup discuté, c'est qu'on a laissé assez peu de zones grises et que chaque sujet a été traité. Donc, c'est évidemment un soulagement, honnêtement, pour l'assurance maladie, parce qu'on était un peu fatigué par ces discussions qui ont été longues. Mais c'est aussi un très grand soulagement pour le système de santé. Je le dis sans grandiloquence, mais c'est vrai que voilà, on a signé une semaine avant les élections européennes, avant la dissolution et avant le contexte d'instabilité politique dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que ça fait partie de la spécificité aussi en France. Ce contrat qui lie les professionnels de santé libéraux et l'assurance maladie, c'est un gage de stabilité qui est très fort, puisqu'en fait, ce contrat, envers et contre tout, j'allais dire, il va perdurer. Donc, si on n'avait pas réussi à signer avec les médecins, ça aurait voulu dire une situation non réglée entre les médecins et l'assurance maladie, qui n'aurait pas pu être réglée politiquement par la suite. Et donc, on serait rentré dans une période de très grande instabilité, y compris sur le plan de la santé, du système de santé, parce que c'est vrai que les médecins libéraux, ils sont au cœur du système de santé. C'est vraiment je sais pas comment, la colonne vertébrale du système de santé. Donc, si cette colonne vertébrale, elle n'est pas solide, si on n'a pas réussi à se mettre d'accord, assurance maladie et médecins libéraux, sur voilà, ce que doit être le système de santé sur les 5 prochaines années, en réalité, c'est tout le système de santé qui vacille. Et donc là, c'est vrai il y a par ailleurs ce soulagement a posteriori de se dire qu'on a réussi à se mettre d'accord sur des fondamentaux et sur des bases qui vont permettre au système de santé, malgré l'instabilité institutionnelle, d'offrir à la fois aux patients, aux assurés sociaux et aux médecins un cadre qui est quand même un cadre relativement clair pour les prochaines années. Très bien. Donc je crois qu'il y a 5 syndicats sur 6 qui ont signé cette convention. Le syndicat qui n'a pas signé, c'est le syndicat de l'Union française pour une médecine libre. C'est une convention qui va permettre d'investir 1,6 milliard d'euros de la caisse d'assurance maladie. Alors, est-ce que vous voulez nous présenter les principales mesures de cette convention ? Alors, c'est une convention qui est organisée autour de 4 axes. Ces 4 axes ayant bougé entre la première négociation dont vous avez rappelé qu'elle avait échoué et la deuxième négociation qu'on a réengagée à l'automne dernier. Le premier axe, et ça c'était un point très important pour les médecins libéraux, c'était l'attractivité. De dire finalement, on peut faire ce qu'on veut dans cette convention. Si à un moment donné, il n'y a pas un choc d'attractivité pour la médecine libérale, si on ne donne pas envie aux jeunes médecins de s'installer, notamment aux médecins généralistes de s'installer, on pourra faire tout ce qu'on voudra par ailleurs. De toute façon, le système de santé ne fonctionnera pas. Et donc, c'est là-dessus, c'est ça sur lequel il faut investir prioritairement. Et donc ça, on l'a pris à notre compte. C'est vrai que c'était pas notre point de départ, mais on l'a remis comme axe numéro 1 et comme axe du coup prioritaire. Donc j'y reviendrai après. C'est vrai que dans l'attractivité, il y a évidemment la consultation à 30 €, il y a l'APC à 60 €, il y a toute la réforme de la nomenclature des actes techniques qui va intervenir en 2026, qui est une très très grosse réforme. Et puis après, il y a plein de mesures qu'on a mises en place selon les spécialités, et on a regardé spécialité par spécialité ce qu'étaient les attentes en fait des professionnels et de quoi ils avaient besoin pour être plus attractifs, en tout cas pour avoir davantage de chances de voir de jeunes confrères s'installer. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe et le troisième axe sont très importants pour nous. C'était les axes de l'accès aux soins et de la pertinence et de la qualité des soins. L'accès aux soins, en réalité, je pense qu'on a réussi aussi à cheminer collectivement pour se dire que c'était un enjeu qui n'était pas juste un enjeu de l'assurance maladie. Parce que c'est vrai que nous, on est arrivé un peu avec cette demande qui était de dire, nous, on a un mandat pour cette convention médicale. Le mandat, il est fixé par le gouvernement. Donc, on a une somme d'argent, j'allais dire, pour cette discussion. Mais en retour
d'une certaine manière. C'est le principe d'un contrat, c'est qu'il y a de l'argent, mais en face, il faut qu'il y ait des formes de garantie. Et donc, c'est vrai que la grande préoccupation du politique, mais en fait, du politique, derrière le politique, c'est des assurés sociaux, c'est l'accès aux soins. On sait qu'on traverse une période difficile en matière d'accès aux soins et surtout, on sait que les 5 prochaines années, elles vont être très difficiles en matière d'accès aux soins. Donc nous, c'est ça notre mandat. Nous, Assurance Maladie, notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'inégalité sociale de santé entre les assurés sociaux et donc que chaque assuré social, notamment, puisse avoir accès à un médecin traitant. Et donc en face, c'est vrai que les médecins nous ont beaucoup dit, mais en fait, nous, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute si on n'est pas suffisamment nombreux. Donc vous pouvez pas nous demander d'augmenter notre patientèle, etc. Et là où finalement on a réussi à se mettre d'accord, c'est sur le fait qu'en fait les enjeux d'accès aux soins, c'était des enjeux collectifs et pour les médecins et pour nous, et qu'ils se traduisaient pas ou ils se mesuraient pas à l'échelle d'un médecin, mais ils se mesuraient à l'échelle de l'ensemble de la profession, et que surtout c'était un gage de survie, évidemment pour l'assurance maladie, enfin parce que nous c'est notre mission, mais aussi pour les médecins. Pourquoi ? Parce que si demain je dis en fait les médecins généralistes c'est super, les médecins traitants c'est super, je leur confie plein de missions et rien ne peut se passer sans le médecin traitant, mais qu'en fait un médecin traitant, il n'y a que 7 Français sur 10 qui peut en avoir un. En fait, naturellement, le système de santé, il crée des inégalités sociales et il crée des inégalités entre les assurés qui font que derrière, évidemment, les tentations pour trouver des raccourcis ou court-circuiter le médecin traitant, elles se multiplient. Et donc, c'est aussi dans l'intérêt des médecins qu'il y ait le moins possible de patients qui se retrouvent sans médecin traitant. S'il y a moins de patients sans médecin traitant, la légitimité du médecin traitant, elle s'en trouve renforcée. Donc, c'est là-dessus qu'on a réussi à s'accorder. Et donc, on a 10 objectifs collectifs d'accès aux soins. Et ce qu'on a décliné dans le... Donc, ça, c'est la première fois qu'une convention porte ce type d'objectifs. Et ce qui est par ailleurs intéressant, c'est qu'on a décliné des premiers leviers en considérant que, voilà, en fait, on avait... entre partenaires conventionnels, dans ce contrat, chacun devait mettre sa part. Et donc, je prends un exemple, mais sur l'attractivité, comment est-ce qu'on s'est donné un objectif d'augmenter le nombre de jeunes qui s'installent, par exemple, en médecine libérale. Donc, nous, ça veut dire qu'il faut qu'on mette de l'argent, qu'on accompagne les jeunes dès qu'ils sortent de la fac, etc. Mais en fait, les médecins installés aussi, ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer déjà en prenant des jeunes médecins en stage, en les accueillant pour leur 4e année de docteur junior, etc. Ils ont aussi un rôle à jouer. Forcément, quand vous dites toute la journée que médecin généraliste c'est horrible et que s'installer c'est horrible, forcément vous donnez pas très envie aux jeunes. Et donc voilà, c'est pour dire que ça c'est une réussite collective. Donner envie à un jeune médecin de s'installer et de devenir médecin généraliste et de prendre une vraie patientèle médecin traitant. Le système en a besoin, l'assurance maladie en a besoin, mais les médecins aussi en ont besoin. Et donc il faut qu'on ait un discours qui soit coporté avec des objectifs coportés et des leviers qui soient des leviers. Alors pour le coup, on n'a pas les mêmes leviers assurance maladie et médecins, mais de part et d'autre, on a des leviers pour améliorer l'accès aux soins. Donc ça, c'est le deuxième bloc. Le troisième bloc, c'est la pertinence et la qualité des soins. Donc ça, c'est quelque chose qui avait déjà existé dans une convention il y a longtemps, qu'on a réintroduit dans cette convention, mais qu'on a beaucoup plus détaillé, avec notamment un certain nombre de programmes à la fois sur les arrêts de travail, sur les prescriptions de médicaments onéreux, sur le parcours des patients ayant des maladies cardiovasculaires, etc. Donc on a embrassé très large sur la qualité et la pertinence. Et là aussi, l'objectif était de se mettre d'accord. On s'est mis d'accord avec les médecins sur le fait qu'il n'était pas normal qu'on consomme 25% d'antibiotiques en plus que dans les autres pays européens. On s'est mis d'accord sur un certain nombre d'objectifs. Et pareil, on a essayé de décliner des leviers qui soient des leviers, en tout cas des leviers sur lesquels on puisse se mettre d'accord a priori. C'est-à-dire que dans le contrat, il y a un maximum de choses sur les engagements collectifs. Et donc, on a des objectifs en termes sur la consommation des médicaments, etc. Globalement, on a beaucoup plus intérêt à investir dans l'acte intellectuel de la médecine plutôt que de dépenser trop d'argent auprès de l'industrie pharmaceutique dans des médicaments qui sont jetés à la poubelle. Je donne cet exemple évidemment parce qu'il est caricatural, mais c'est un peu ça, c'est de se dire finalement le système de santé, c'est une masse financière très importante et comment est-ce qu'on met l'argent au bon endroit, c'est-à-dire où est-ce que se situe la valeur
Et la valeur, une grande partie de la valeur de notre système de santé, ce sont les professionnels de santé, ce sont les médecins. Et donc, pour arriver à mettre un maximum de valeur sur cette profession et la reconnaissance de cette profession, il faut qu'on arrive collectivement à maîtriser des dépenses qui, par ailleurs, sont issues aussi des médecins. C'est vrai qu'on a presque 60 milliards de prescriptions des médecins libéraux seuls. Et donc, c'est considérable. Donc, il suffirait de réduire de 1 point la progression, ne serait-ce que ça, pour dégager des marges de manœuvre considérables pour mieux rémunérer les médecins. Et donc, on a aussi introduit dans ces différents programmes des systèmes gagnant-gagnant de bonus pour essayer de faire toucher un peu ça, c'est-à-dire le fait que on a tous à y gagner finalement à avoir une prescription qui soit la plus sobre possible. Et puis par ailleurs, on a aussi ajouté des éléments sur la partie santé environnementale et décarbonation du système de santé, puisque c'est devenu une priorité importante de l'assurance maladie. Le système de santé, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre, et les médicaments, les produits de santé de manière générale, représentent la moitié des émissions de gaz à effet de serre de notre système de santé. Et donc, on a quand même, de toute façon, je veux dire, si on veut atteindre les objectifs du GIEC à 2050, il faut qu'on réduise de 75% nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans le champ de la santé, c'est un travail que nous, qu'on a engagé, qu'on ne pourra pas faire, évidemment, sans les médecins et sans les prescripteurs. Et donc, il faut qu'on change aussi radicalement notre rapport, notamment aux produits de santé et à la consommation des produits de santé. Et puis, dernier bloc, c'est la modification de la rémunération. Donc là, c'est un sujet intéressant parce qu'en fait, il y a évidemment tout un débat théorique, capitation, pas capitation, on pourra y revenir. Mais en fait, le sujet le plus intéressant derrière ça, c'est de se dire finalement, il y a une partie de la rémunération des médecins qui se fait par l'acte, et c'est très important parce que cette rémunération à l'acte, elle est plébiscitée évidemment par les professionnels libéraux, mais nous aussi, l'assurance maladie, on la défend. On pense que elle est source d'efficacité, de productivité, et notre système de santé, il en a besoin, quoi qu'on puisse dire. Mais c'est sûr que ça ne suffit pas et qu'il faut par ailleurs rémunérer des choses qui ne sont pas rémunérées par l'acte. Et donc, quand vous êtes un médecin traitant, vous êtes un médecin généraliste et donc vous faites des consultations et donc vous avez une rémunération de la consultation qui est le tarif de la consultation. Mais par ailleurs, en tant que médecin traitant, vous avez une fonction de médecin traitant, et cette fonction de médecin traitant, elle doit être rémunérée en tant que telle. Et donc, c'est ce qui était avant le forfait patientel médecin traitant, qui devient le forfait médecin traitant, qui a été très fortement valorisé. Et l'objectif, c'est que cette rémunération annuelle, elle soit vraiment calibrée selon la complexité du patient. Donc, elle prend en compte à la fois l'âge du patient, le fait qu'il ait une pathologie chronique, le fait qu'il y ait un facteur de précarité sociale, donc qu'il soit éligible ou non à la C2S. Et ensuite, on a introduit des indicateurs de prévention qui fait que pour chaque indicateur de prévention validé, vous avez aussi une majoration de ce forfait médecin traitant. Et donc, pour chaque patient, si vous voulez, vous avez une rémunération qui est vraiment propre au patient et que le médecin va pouvoir suivre patient par patient. Et donc, c'est beaucoup plus lisible que tout ce qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire des très grosses dotations forfaitaires qui tombaient chaque trimestre sans que le médecin puisse vraiment savoir à quoi est-ce que c'était dû et comment les recalculer. Là, l'objectif, c'est de donner au médecin traitant de lui offrir une forme de tableau de bord avec patient par patient, exactement, j'allais dire sa carte d'identité et les différents examens auxquels il est éligible ou sur lesquels il a du retard, et pour qu'il soit à la fin, pour que ce soit très transparent sur le paiement au patient qu'il aura in fine à la fin de l'année. Et donc ça, c'est déjà une forme de capitation, c'est une capitation au patient d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne rémunère pas l'acte, on rémunère la prise en charge globale du patient selon la complexité du patient. Et en fait, c'est déjà ça la première définition de la capitation. Et ensuite, par ailleurs, on a proposé, pas une expérimentation, mais en tout cas aux médecins volontaires qui le souhaitent, dans un certain nombre selon un certain nombre de critères, ceux qui veulent mettre beaucoup plus de leur rémunération en commun, la possibilité aussi de le faire. Donc on a ce système-là aussi qui sera ouvert à des médecins qui ont envie en fait de mutualiser leur rémunération. Très bien, on va revenir sur ces différentes mesures. Donc je rappelle les 4 blocs principaux de cette nouvelle convention de l'assurance maladie avec les médecins libéraux. En grand 1, c'est l'attractivité notamment de la médecine générale avec une revalorisation de l'acte.
et puis la nouvelle consultation APC, on va en parler. En 2, c'est l'accès aux soins, avec 10 objectifs qui ont été fixés dans cette convention. En 3, c'est la pertinence et la qualité des soins, avec notamment l'introduction d'un concept de sobriété de la prescription. Il faut moins prescrire, moins d'examens biologiques, moins d'examens d'imagerie. Et en 4, c'est la modification de la rémunération. Je vous propose, Exact. si vous voulez bien, d'aborder la fameuse consultation à 30 € qui va être mise en place en décembre de cette année. L'assurance maladie a proposé, après discussion avec les syndicats de médecins libéraux, de majorer la consultation du médecin traitant, du médecin généraliste, à 30 €. J'ai une question à vous poser. 30 €, est-ce que c'est suffisant pour avoir un choc d'attractivité dont vous m'avez parlé ces minutes précédentes? Est-ce que 30 € c'est suffisant compte tenu de l'inflation de ces dernières années, qui semble simplement être rattrapée par ce tarif en fait? Est-ce que c'est suffisant pour garantir l'attractivité de cette spécialité, pour permettre de passer du temps suffisant et du temps de qualité avec un patient? Est-ce que 30 € c'est suffisant pour, investir pour ces, médecins généralistes qui sont des chefs d'entreprise, qui doivent parfois investir dans du matériel, dans des locaux, dans du personnel et qui doivent se projeter à quelques années en avant? Et est-ce que 30 € c'est suffisant pour faire de la médecine de la prévention, qui est un enjeu majeur de santé publique, à l'heure actuelle? Alors et c'est plusieurs éléments de réponse. La question de savoir si une rémunération dans l'absolu est suffisante ou insuffisante, c'est une question philosophique, par rapport à la question est de savoir par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport au niveau d'études? Est-ce que c'est par rapport au temps travaillé, à la pénibilité? Donc, toutes les réponses se valent. Mais aujourd'hui, un magistrat qui a fait de très grandes études, un agrégé d'histoire, bref, vous avez plein d'exemples de personnes qui ont fait des longues études, de gens qui travaillent beaucoup aussi, qui n'ont pas les niveaux de rémunération des médecins libéraux. Ça, c'est un premier élément, mais honnêtement, c'est pas mon principal élément de réponse. C'est juste pour le remettre dans le contexte, se Mmh. dire qu'évidemment, si vous me demandez à moi si c'est suffisant, en réalité, je peux pas répondre à cette question. Et un médecin qui dirait c'est insuffisant, la question c'est toujours de dire bah voilà par rapport à qui, par rapport à quoi, dans l'absolu, les rémunérations sont sans doute jamais suffisamment élevées par rapport à ce qu'on considère être la valeur ajoutée qu'on apporte à la société, à une entreprise. Et donc, voilà. Bon, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, il n'y a pas que la consultation à 30 €. Et donc, c'est là où c'est très important, c'est qu'évidemment, il y a la consultation à 30 €. Ça, c'est évidemment, c'est la consultation de base du médecin généraliste. Donc, c'est extrêmement important. Il y a aussi un côté symbolique, mais il y a une revalorisation vraiment conséquente du forfait médecin traitant. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand vous êtes médecin traitant d'un patient, vous avez une très grosse partie de votre rémunération aussi qui sera attachée au fait que vous suiviez une patientèle comme médecin traitant, a fortiori si cette patientèle elle est complexe, a fortiori si cette patientèle elle est précaire ou âgée. Donc ça c'est voilà. Et ensuite il y a plein d'autres subtilités, comme vous l'avez rappelé dans la nomenclature, qui font que en réalité, il y a des consultations plus complexes qui existent. Donc il y a déjà plusieurs consultations complexes qui existent. On a introduit la fameuse consultation longue pour les patients en ALD. Donc c'est une première étape qui est pas totalement satisfaisante puisque pour plein de raisons, on sait que c'est une consultation qui devrait être cotée plus régulièrement et pour plus de motifs que les 3 qu'on a définis, sur lesquels on pourra revenir, mais notamment la sortie d'hospitalisation, le fait de Mmh. remplir le dossier APA, ce type de consultations qui sont très longues pour les médecins, mais c'est une première avancée, une première reconnaissance du fait qu'on a bien conscience qu'il y a des consultations qui sont beaucoup plus longues que les autres. Et la troisième chose, et c'est pas nécessairement aussi un élément qui est toujours audible pour les médecins, mais je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est que quand vous regardez l'inflation ces dernières années, c'est clair qu'il y a eu une inflation et c'est clair qu'il y a eu un décrochage de la rémunération des médecins par rapport à l'inflation. Mais dans l'autre sens, quand vous regardez l'inflation et quand vous regardez l'évolution des salaires, à la fois des salaires des salariés, des Mmh. travailleurs indépendants, etc., en fait, on a eu un phénomène d'inflation très fort, qui est lié, hein, on se souvient, à la guerre en Ukraine, donc assez peu prévisible. Et la plupart des acteurs, enfin 100% des acteurs économiques ont absorbé une partie de l'inflation. C'est-à-dire que des acteurs économiques qui se sont vus compenser 100% de l'inflation, en réalité,
Il y en a pas. C'est-à-dire que 100% des gens ont perdu un peu de pouvoir d'achat, que ce soit les assurés, les consommateurs finaux, les entreprises, etc. Et donc, quand vous avez un choc comme ça exogène économique très fort, notamment sur les prix, en fait, pour que la situation revienne à la normale, chacun prend un petit peu de sa part. Et d'ailleurs, l'assurance maladie, elle a aussi pris sa part puisque elle est fortement en déficit, comme vous le savez. Donc, dans ce contexte-là, le fait, nous, d'avoir réussi à négocier un mandat à 1,6 milliard d'euros pour les médecins, honnêtement, c'était un exploit. Et un exploit parce que on est dans une situation de l'assurance maladie, d'une sécurité sociale qui est pas très en forme d'un point de vue financier, avec des cotisations qui ne suivent pas le niveau des dépenses, des dépenses qui sont tirées par le vieillissement de la population et l'augmentation des pathologies chroniques. On sait ce qu'il faut faire pour réduire le coût de ces pathologies chroniques et on a besoin des médecins pour le faire, mais c'est un investissement de moyen et long terme. Il faut aussi qu'on investisse beaucoup plus dans la prévention et donc de dire à tout le monde, y compris aux autres professionnels de santé, en fait, il faut qu'on investisse 1,6 milliard d'euros sur les médecins pour mettre leur consultation à 30 euros sans contrepartie, puisque c'est un tarif qui augmente sans contrepartie. En fait, un médecin qui nous écoute dira, mais évidemment, c'est que du rattrapage, etc. Du point de vue des pouvoirs publics, de mettre ça dans le contrat, ça n'avait rien d'évident. Et donc, pour l'assurance maladie, d'aller chercher ce mandat-là et de dire, en fait, de toute façon, il faut qu'on donne les 30 euros. De toute façon, on a besoin d'avoir des médecins généralistes qui s'installent et donc on n'a pas le choix. Et c'est à cette condition-là seulement qu'on arrivera à travailler avec les médecins libéraux pour les enjeux qui sont les nôtres, à savoir l'accès aux soins et la pertinence. Ça paraît logique comme ça, mais voilà, c'est juste pour dire que par définition, quand vous passez un contrat quand deux parties prenantes passent un contrat dans un contexte super compliqué, qui est celui des finances publiques, de l'inflation, de l'instabilité politique et institutionnelle, en fait, il n'y a rien d'évident au fait que il y ait autant d'argent qui ait été mis. Est-ce que c'est un choc d'attractivité ? Je ne sais pas si c'est un choc d'attractivité. En tout cas, je pense qu'avec et la consultation à 30 euros qui arrive tout de suite, encore une fois, dès novembre-décembre, la consultation va augmenter, plus tout ce qui a été mis à côté sur les rémunérations, plus en fait plein d'autres choses, parce que c'est vrai que quand vous parlez avec des médecins, en réalité, il n'y a pas que ça qui les empêche, en tout cas les jeunes médecins, il n'y a pas que la consultation à 30 euros qui les motive ou non à s'installer. Ils vous disent que ils n'ont pas envie de bosser comme des malades et de pas voir leurs enfants. Ils vous disent qu'il y a trop de démarches administratives. Ils vous disent que y a une charge mentale très importante parce que en fait, dès que vous vous installez dans un endroit, il y a tous les patients sans médecin traitant qui viennent frapper à votre porte. Et donc en fait, tout ça, l'attractivité de la médecine générale et l'attractivité de la médecine générale traitante, avec vraiment le médecin qui s'installe, ça suppose qu'on arrive à répondre à tous ces sujets-là. Donc, il y a l'attractivité financière, mais il y a aussi plein d'autres aspects dans l'attractivité on apporte une partie de réponse dans la convention, mais il y a aussi plein d'autres réponses. Notamment, là, on a une très grosse feuille de route, nous, sur la simplification des tâches administratives pour les médecins. Ça paraît rien, mais c'est un très, très gros travail qu'on est en train de conduire pour leur faire gagner du temps. Pareil sur les assistants médicaux. On a un peu plus de 6000 contrats qui ont été signés, mais les assistants médicaux, vraiment 100% des médecins qui ont un assistant médical vous diront que ça a changé leur vie. Et pas juste leur vie parce que ça leur permet de prendre plus de patients, etc. Ça a changé leur vie en termes de charge mentale parce que ils ont moins de démarches administratives à faire, parce que ils ont quelqu'un qui s'occupe du patient quand il arrive, parce que en fait c'est un exercice qui est beaucoup plus apaisé. Et donc c'est pour ça que ça fait aussi partie du bien-être de la profession. Et c'est vrai que les médecins généralistes, il y a eu des études qui sont parues, ils sont pas très heureux au travail. Et nous, ça, on considère que c'est aussi notre responsabilité. Donc c'est pas que de l'argent, c'est aussi d'arriver à créer un environnement qui soit un environnement entre guillemets de bienveillance et et qui permette aux médecins de s'épanouir aussi dans son activité. Je sais pas si ma réponse vous Ça me va, c'est votre réponse. Je vous écoute attentivement et je vous remercie de m'avoir donné cette réponse. Donc, il n'y a pas une réponse très simple. Voilà, c'est juste pour dire qu'évidemment, c'est des sujets dont on a beaucoup parlé avec les syndicats. Bien sûr, je comprends tout à fait que moi, je suis médecin généraliste, j'ai un podcast sur la médecine générale, mes auditeurs sont des médecins généralistes. J'ai un peu le même écho de mon côté et j'imagine bien que vous avez un écho différent étant plus dans l'opérationnel, dans le pouvoir public. Donc forcément, nos avis peuvent diverger, mais c'est pour ça que je voulais vous inviter et je suis très, très intéressé de votre réponse, je vous en remercie.
Alors, en préparant cet épisode, je me suis plongé dans cette nouvelle convention. J'ai commencé par la version abrégée de 50 pages que vous avez publiée, avant de me donner un avant-goût de la version définitive de 177 pages. 700 Et pages. comment? Elle fait 700 pages, la Oui, dernière pardon, version. 700 pages, ouais, 700 pages. Ouais. Donc, moi qui suis à peu près naïf de tout ce genre de langage, etc., j'ai découvert plein de choses. Et ce qui m'a frappé en la lisant, c'est sa complexité. C'est la Ouais. complexité de cette convention et, et le fait qu'il faut s'armer de beaucoup de patience, il faut décrypter tous les acronymes, etc. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la consultation longue du médecin traitant, donc la cotation GL, qui sort dans cette nouvelle convention à 60 € à partir du 1er janvier 2026. Donc, je regarde comment il faut pour la coter. Alors, je lis, juste pour coter cet acte. Facturable une fois dans l'année pour les patients de plus de 80 ans, dans chacune des situations suivantes. Alors, premier tiré, consultation de sortie d'hospitalisation, il faut coter GL1. Deuxième tiré, consultation de déprescription de patients hyperpolymédiqués, il faut coter GL2. Et troisième tiré, consultation d'orientation vers un parcours médico-social, où il faut coter GL3. Ce que je veux souligner, c'est pourquoi est-ce aussi complexe? Est-ce qu'on ne pourrait pas davantage la simplifier de façon drastique, enlever des pages et des pages, avoir des consultations et des cotations simples, efficaces? Parce que là, je pense que beaucoup vont se demander pourquoi c'est si compliqué, et on a l'impression que c'est fait pour pas qu'on les cote, cette nouvelle consultation du médecin traitant, de peur de se tromper. C'est alors pareil, c'est une question un peu philosophique parce que c'est vrai qu'en fait à chaque convention on se dit bon elle est là, on simplifie, c'est le choc de simplification, c'est maintenant. Et en fait c'est toujours plus compliqué qu'on ne le croit. Et alors mais y compris pour des raisons comment dire, pour des raisons qui sont vraiment des raisons médicales. Je vais faire juste un petit pas de côté 5 minutes, mais en fait on est en train de refondre toute la nomenclature des actes techniques. Les actes techniques c'est 13 000 actes. Ouais, 13 000 c'est actes. incroyable. Et nous, quand on a redémarré les travaux sur les 13 000 actes, on a regardé ce qu'avaient fait les autres pays. On est le seul pays au monde à avoir 13 000 actes dans sa nomenclature. Et donc on a dit, bah, écoutez, est-ce que vous voulez pas quand même, parce qu'en fait on n'a pas besoin d'avoir une description aussi fine des actes techniques pour faire de la médecine, manifestement, puisque quand vous regardez dans les autres pays, en Allemagne notamment, ils ont une nomenclature qui est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais en France, il y a un attachement très fort à la description médicale très fine de l'acte, parce que c'est vrai que ça nous permet derrière d'avoir une traçabilité très fine des parcours, notamment. Alors là, je parle des actes techniques, donc c'est beaucoup la chirurgie notamment, mais les chirurgiens sont très attachés, en tout cas la plupart de ceux avec qui on discute sont très attachés au fait d'avoir une activité qui est ultra décrite, parce que ça permet aussi de faire de la recherche derrière, parce que ça permet d'améliorer les pratiques, etc. Et c'est vrai que la France, de l'autre côté, elle est très riche de ces données qui sont beaucoup plus fines que ce que d'autres pays veulent avoir. Et donc là, quand on a monté on a une cinquantaine de comités cliniques. Les comités cliniques, on a pris par exemple tous les chirurgiens digestifs et on leur a dit voilà, aujourd'hui votre nomenclature, elle n'a pas été bougée depuis 20 ans. Donc voilà tous les actes qui existent. Il faut que vous la mettiez à jour. Et on leur a dit le mieux quand même, c'est que vous supprimiez des actes, les actes que vous faites plus, et puis que vous regroupiez des actes, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses Mais en fait, ce qu'on est en train de réaliser, c'est qu'on va avoir 20% d'actes sortants et puis 20% d'actes entrants et, Ok. zéro simplification au milieu. Et j'allais dire, bon, à la fin, et ça, c'est vraiment la CCM, c'est intéressant parce que nous, on n'intervient pas du tout. L'assurance maladie, elle n'intervient qu'à la fin, c'est-à-dire au moment de la négociation des prix, mais c'est un exercice qui est purement scientifique. C'est-à-dire que c'est des professionnels qui sont choisis de manière indépendante, qui sont réunis en collège, et qui établissent les libellés des actes, ensuite qui les hiérarchisent, et tout ça est fait de manière totalement indépendante par rapport à l'assurance maladie. Mais là, je comprends pour les actes techniques, pour la Ouais. chirurgie, etc. Mais par exemple, pour une consultation longue, une médecine générale, pourquoi ne pas coter une consultation longue, complexe, pour un patient compliqué, à l'appréciation du médecin? Alors, la consultation longue du médecin traitant, c'est une demande. En fait, c'est une demande hyper légitime des médecins traitants qui disent en fait il faut qu'on ait une consultation simple, il faut qu'on ait une consultation longue. Et la consultation longue, nous, on voit assez bien dans quelle configuration et dans quel cas de figure la coter. Le sujet, mais là, ma réponse est triviale, c'est qu'on pouvait pas à la fois nous faire
la consultation à 30 €, augmenter très fortement le forfait médecin traitant et avoir une consultation longue cotable, j'allais dire sans limitation. Et donc en fait le choix par rapport à vos patients complexes, les patients complexes, je prends une patiente, j'en sais rien moi, diabétique, de 80 ans, que vous suivez au cabinet. Cette patiente-là, le choix qu'on a fait, c'est plutôt que vous soyez rémunéré via le forfait médecin traitant pour cette patiente. Ok. Et donc c'est le forfait médecin traitant annuel plus la consultation, mais de toute évidence, comme on a fait pour la visite longue où vous pouvez la coter 4 fois par an, dans des conditions assez simples, on sait qu'on se dirige vers ça pour la consultation longue. Mais là, voilà, on a mis un premier pas dans la porte parce qu'on savait que c'était très important pour les médecins généralistes. Honnêtement, on n'avait pas d'argent pour faire ça aussi, c'est-à-dire permettre que vous puissiez coter des consultations longues dans un périmètre non défini. Et donc, on a essayé de voir avec nos interlocuteurs, c'est quoi vraiment les situations dans lesquelles vous avez absolument besoin de coter une consultation longue parce que c'est insupportable le temps que vous passez. Et donc, c'est là où ils nous ont dit, honnêtement, remplir un dossier APA, c'est hyper long. Passer 1 heure avec un patient pour faire de la déprescription, c'est hyper long parce qu'il faut qu'on prenne ligne à ligne, qu'on appelle Et donc, on a essayé de caractériser avec eux les consultations les plus longues en se disant, on démarre par ça, mais de toute façon, on y reviendra et on va regarder comment ça prend et on y reviendra. Mais donc, j'ai conscience que la consultation longue, c'est pas satisfaisant d'un point de vue simplicité, mais c'est aussi c'était aussi pour montrer qu'on voulait y aller, mais voilà, dans la mesure de ce qu'était notre cadrage financier aussi. Ok. Pour poursuivre là-dessus, j'ai une question un peu naïve, mais je vais quand même vous la poser, sait-on jamais. Au vu de la crise du système de santé actuel, pourquoi vous n'auriez pas permis aux médecins généralistes de se conventionner en secteur 2? Alors, parce que c'est une conviction pour le coup très forte de l'assurance maladie. C'est que, alors je vais essayer je vais pas faire de politique, mais si vous voulez dans comment dire? La santé, c'est, le sujet numéro 1, numéro 2 des Français, heu et c'est un sujet de préoccupation, à la fois en termes de qualité, en termes d'accès territorial et en termes d'accès financier. Et en fait, en France, on a quand même cette chance d'avoir de pouvoir solvabiliser la santé. Mais quand vous regardez ce qui est le deuxième motif ou le premier motif avec la santé, à part égale avec la santé, c'est le pouvoir d'achat. En fait, les Français aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de payer davantage leurs consultations de médecins, de même que ils n'ont pas davantage de moyens pour payer le système de santé. Et donc c'est ça qu'il faut avoir conscience. Donc vous allez me dire, Mais c'est pourtant, ils pas le font dans d'autres pays. comment? Dans d'autres pays, la part attribuée à chaque ménage à la santé est beaucoup plus importante qu'en France. En fait, oui, mais vous avez en France, c'est vraiment un choix sociétal et je comprends qu'il ne soit pas partagé, mais en France, on a le plus faible niveau d'inégalité sociale en matière de santé. Et en fait, quand vous regardez le budget d'un ménage, mais vous les voyez tous les jours, les patients qui rentrent dans votre cabinet, un ménage, un foyer qui a 2 000 € par mois, il a son loyer, il a les dépenses contraintes de sa complémentaire santé qui sont déjà élevées, alors même que on essaie de faire en sorte que ce soit le plus limité possible. Il a les dépenses de transport, etc. Et en fait, à la fin du mois, il lui reste pas grand-chose. Dans un contexte où vous avez un sentiment croissant de recul des pouvoirs publics, où il y a un très grand stress de la population sur l'accès aux soins, de dire, en fait, vous savez quoi, notre solution, c'est que vous payez plus cher votre consultation. Nous, notre conviction, c'est que c'est pas la bonne solution et que Compris. on est plutôt dans une situation où il faut qu'on conserve le niveau de solvabilisation qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire de solidarité et de service public. C'est ça, en fait, qu'on offre nous. C'est le secteur 1, c'est quoi? C'est, en fait, faire en sorte que votre activité, ce soit un service public gratuit, quasiment gratuit pour les assurés sociaux. Donc, c'est un choix de service public de mettre notre argent là pour que la santé, elle ne coûte pas cher et qu'il n'y ait pas de reste à charge trop important pour les patients, pour qu'il n'y ait pas de renoncement aux soins. Et voilà. Et on sait que le renoncement aux soins, il arrive hyper vite. Vous avez 3 enfants, ça va très vite. Mmh. Alors, je veux dire, Tout à fait, OK. Je vois que dans la nouvelle convention, alors il y a quelque chose d'assez discuté, c'est notamment les baisses ou les disparitions des majorations de nuit et week-end avec la fameuse cotation YYY010. Du coup, beaucoup de soignants ne comprennent pas le paradoxe entre
le troisième acte de votre convention avec un accès aux soins pour tous, et le fait que vous diminuez, voire enlevez des cotations permettant des consultations d'urgence la nuit, le week-end, avec notamment des centres de soins non programmés. Comment ça se fait? Alors ça, c'est une discussion hyper intéressante sur l'organisation du système de santé. C'est une mesure qui a été très poussée par vos syndicats. Le sujet, c'est qu'en fait, vous avez une ressource contrainte qui est celle des médecins généralistes. On a peu de médecins généralistes. Mmh. On sait que, entre guillemets, la bonne médecine, c'est-à-dire la médecine qui va permettre de soigner le mieux possible les gens avec de la prévention, du suivi au long cours, etc., c'est la médecine traitante. Si vous êtes un jeune médecin généraliste, je reprends notre sujet de l'attractivité tout à l'heure, je suis un jeune médecin généraliste, je suis diplômé, etc. Si je peux gagner en 3 soirées l'équivalent de ce que je gagne à faire une semaine de travail dans la journée, à voir des patients chroniques, âgés, etc., en fait, il y a une forme de distorsion de concurrence qui fait que on a une forme d'appel d'air pour les médecins généralistes qui peuvent naturellement aller vers de plus en plus de centres de soins non programmés qui sont ouverts à droite à gauche. Et en fait, à la fin, ça fait pas un bon système de santé, parce qu'un bon système de santé, il repose sur le fait que chaque patient, il a un vrai médecin traitant. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des centres de soins non programmés. Et donc, c'est là où on a un vrai travail qui va s'amorcer à la rentrée. C'est que, en fait, des centres de soins non programmés qui font des choses que les médecins généralistes font plus tellement ou aiment pas trop faire, c'est-à-dire la traumatologie, enfin tout ce qui est vraiment entre la médecine traitante et les urgences, et donc on voit bien les points de suture, enfin tout ça. Ça, c'est hyper important que cette offre-là, elle résiste. Donc il faut qu'on puisse la financer, mais il faut qu'on puisse la financer dans un système qui est aussi un système régulé, ça s'appelle la PDSA. Et vous avez plein de médecins là qui me disent en fait vous êtes sympa, mais moi je m'inscris à la PDSA, je fais les gardes, les astreintes, et en fait le centre de soins non programmés à côté, il cote les mêmes majorations alors qu'il n'a pas du tout les mêmes contraintes. Voilà. Et donc à un moment donné, on n'a pas beaucoup de médecins. Il y a des médecins qui font l'effort de s'inscrire à la PDSA, de recevoir des appels de la régulation le week-end, la nuit, etc. Donc ces majorations, elles leur sont réservées. Ça ne veut pas dire qu'on interdit les centres de soins non programmés, mais je veux dire, on va d'abord récompenser des médecins traitants, entre guillemets, qui font l'effort, par ailleurs, de faire des gardes et astreintes sur leur territoire, qui répondent à un besoin de soins. Et ensuite, on a une majoration qui est une majoration qui s'applique à tout le monde, que vous soyez médecin traitant, pas médecin traitant, etc., qui est le fameux plus 5 euros, qui est en fait un 5 euros de pénibilité, qui est de dire, voilà, vous, médecin généraliste traitant, si samedi prochain, vous prenez, il y a un de vos patients qui vous appelle et qui veut, et voilà, que vous faites une consultation un samedi après-midi, et ben en fait, c'est pas de la PDSA, mais il y a cet effort de pénibilité quand même, qui est que vous allez recevoir un patient hors horaires normaux, et donc ça mérite une revalorisation. Donc en fait, on revalorise de 5 euros toutes les consultations le soir et le week-end. Ça, c'est hyper important que vous soyez dans un centre de soins non programmés, ou vous soyez médecin traitant. En revanche, c'est clair que pour que notre système fonctionne, il faut qu'il y ait une régulation, et une régulation qui fait tomber la moitié des demandes de soins, grosso modo, et que l'argent, financièrement, notre système, il aille d'abord vers les médecins traitants avant d'aller vers du soin non programmé, qui est utile, mais vous voyez bien qu'à la fin, le truc se déséquilibre totalement, quoi. Compris. Donc vous acceptez que temporairement, il y a des centres qui se ferment et des offres de soins qui seront pas garanties, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas ouvrir leur permanence dans ce contexte. Ça, c'est du factuel. Il y a des gens qui vont fermer leurs C'est établissements le là où, soir et le en week-end. fait, je pense que là où il y a eu des centres vraiment totalement cow-boys qui se sont ouverts, avec notamment des intérimaires qui avant faisaient de l'intérim médical dans les établissements de santé, payés je sais pas combien la journée, le jour où en fait ce créneau-là était plus possible parce que ça a été régulé, sont venus monter un centre de soins non programmés pour charger à max l'assurance maladie. C'est sûr que eux, le nouveau système va pas les aider. En revanche, il y a plein de centres de soins non programmés qui sont très bien installés dans leur territoire, qui sont hyper utiles aux établissements de santé, qui sont très bien repérés par les urgences, qui d'ailleurs accueillent des patients qui sont renvoyés par les urgences. Donc ces centres-là, typiquement quand les urgences renvoient un patient, ça on considère que c'est de la régulation. Donc vous pouvez coter la majoration de consultations régulées. Donc de toute façon, on va faire hyper attention dans l'application de ces nouvelles règles. Ça va s'appliquer qu'à partir du début d'année. On va travailler avec les centres de soins non programmés. Il y a plein de sortes de
plein de sortes différentes de centres de soins non programmés. Il y a ceux qui font de la traumatologie, il y a ceux qui bossent avec les établissements de santé, il y a ceux qui sont intégrés dans les territoires, il y a ceux où ce sont des médecins traitants qui tournent, et puis il y en a qui se sont juste installés là et qui sont honnêtement pas du tout appréciés par les médecins du territoire qui disent ils sont sympas les mecs à côté, mais bon. Donc Très voilà, bien. donc c'est juste pour faire d'une certaine manière pour remettre un peu des règles de bonnes pratiques, et on va faire hyper gaffe nous avec les agences régionales de santé, est-ce qu'il n'y a pas tout d'un coup un trou, et donc les agences régionales de santé elles servent aussi à ça, c'est à compléter des financements là où sur le risque on a des règles qui peuvent potentiellement bouger. Donc on va faire très attention en tout cas, il n'y aura pas de fermeture du jour au lendemain. Ok. Une question que je voulais vous poser également, je me demande pourquoi la cumulation d'actes techniques est toujours pas possible. Je rappelle que quand on fait plusieurs actes, le premier est coté à 100%, le deuxième à 50% et le troisième est gratuit en fait. Mais la responsabilité du médecin, elle a 100% pour les 3 actes. Je comprends pas pourquoi c'est pas possible, pourquoi on peut pas coter. Alors je sais que vous l'avez ouvert à certaines spécialités, par exemple comme l'endocrinologie, qui peuvent maintenant faire une consultation suivie d'une échographie de la glande thyroïde par exemple. Mais pourquoi empêcher ces cotations à 100% dans leur intégralité? Ça empêcherait les patients de revenir, peut-être de prendre encore un transport, qui est d'ailleurs un des objets du troisième axe concernant la sobriété de prescription. Pourquoi vous permettez pas à des médecins qui sont capables de faire des gestes, des infiltrations, des échographies, que sais-je, de coter à la suite ces actes pour leurs patients? Ce qui serait d'ailleurs une économie pour votre organisme. Ouais, alors en fait, la cotation, ces règles de cotation, elles s'appliquent à tous les professionnels de santé. La règle du premier acte à 100%, deuxième acte 50%, etc. Parce qu'il Troisième y acte a gratuit. troisième acte, alors je sais pas s'il est gratuit, mais il y a quand même cette idée, enfin en tout cas la manière dont tout le système a été construit, c'est quand même l'idée que en fait dans le tarif, on met plein de choses. On met le coût d'amortissement de votre cabinet, on met etc. Et donc le fait d'enchaîner, d'ailleurs pour vous c'est pas pareil d'enchaîner une vaccination sur une consultation ou d'enchaîner 2 consultations d'affilée. Donc il y a quand même entre guillemets une forme de gain d'échelle au fait de cumuler plusieurs actes, et donc c'est aussi un sujet pas parce qu'on a eu aussi de mésusage du système de santé avec des cotations abusives. Une fois que j'ai dit ça, c'est clair que ce que vous dites est hyper intéressant, c'est que dans un système où finalement on a une ressource médicale qui est rare et précieuse, faire revenir un patient qui va du coup reprendre un temps de consultation Un avec du transport. transport, etc. Évidemment, c'est le contraire de ce qu'on essaie de faire. Et donc, en fait, il faut arriver à trouver le juste équilibre sur la manière dont les actes sont cumulés, sachant que quand vous regardez la CCM, c'est une enveloppe qui augmente de manière totalement hallucinante. Parce qu'en fait, vous, en tant que médecin généraliste, c'est vrai que c'est, grosso modo, c'est la consultation clinique et un acte technique en plus. Mais en fait, cette règle, elle s'applique aussi pour les spécialités techniques, qui en fait, si quand vous regardez déjà la CCM, elle a pris 4 milliards en 5 ans, c'est considérable. Donc en fait, c'est une enveloppe, c'est l'enveloppe quasiment la plus dynamique dans le champ de la santé. Et donc ça veut dire que malgré ces règles de cumul, c'est une enveloppe qui va très 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 vite. Ah, Une ok. fois que j'ai dit ça, on a effectivement identifié un certain nombre de situations pour lesquels c'était quand même vraiment dommage qu'il puisse pas y avoir une cotation à 100%, et donc notamment l'infiltration. L'exemple que vous avez donné, elle sera désormais, elle fait partie des cumuls à 100% qui seront désormais ouverts aux médecins généralistes, Ouais, à tout à partir de fait. l'entrée en vigueur de la convention. Donc on a identifié pour quelques spécialités des actes techniques qui sont très naturels dans la prolongation de l'acte clinique, qui honnêtement permettent de ne pas avoir recours à une deuxième consultation, qui font gagner du temps, qui améliorent la qualité du parcours du patient, et donc notamment les infiltrations. Par exemple, c'est aussi une manière pour nous d'inciter les médecins généralistes à le faire, parce que c'est vrai que sinon une infiltration c'est long, c'est compliqué, c'est quand même voilà. Et donc ça, ce sera désormais possible. Et donc, est-ce que ça sera amené à évoluer? Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer dans la prochaine convention que vous élargissiez un peu les indications de cumul à 100% de plusieurs actes? Oui, oui, en fait, et on va surtout le revoir dans le cadre de la CCM, de la refonte de la CCM. En fait, on va renégocier dans 1 an déjà. D'accord. Donc, on va rouvrir sur cette fameuse nomenclature des actes techniques. Les 13 000 actes dont je parlais, ils auront été tout bien redécrits et re-hiérarchisés par les comités techniques.
Et donc nous, derrière, on va renégocier sur le coût de cette enveloppe CCM et donc sur le tarif des différents actes. Et en fait, dans le coût de la CCM, il y a évidemment les possibilités de cumul et les règles de cumul. Alors, on va pas changer fondamentalement la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, parce que la règle de 100%, 50, etc., elle s'applique pour tous les professionnels de santé. Elle s'applique, c'est vraiment une règle entre guillemets fondatrice. Si on bouge ce curseur, c'est, j'allais dire tout, comme si les fondements d'une maison étaient totalement déplacés. En revanche, c'est clair que typiquement pour la médecine générale, se dire qu'il y a davantage d'actes techniques que vous pouvez faire en cumul d'une consultation, c'est intéressant parce que on se rend compte par ailleurs qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui font de moins en moins d'actes techniques parce que voilà, ils ont pas le temps, parce que alors même que c'est très précieux pour le système de santé que vous puissiez continuer à faire des actes techniques. Donc ma réponse est, alors moi je pense que oui, je peux pas prédire ce qui va se passer, mais je pense qu'on va aller vers davantage de cumul pour les médecins généralistes. Mais vraiment pour les médecins généralistes, quoi. Très bien. On va venir à la modification des rémunérations, du coup, des médecins traitants. Cette convention, c'est l'ouverture de la capitation. La capitation, c'est le paiement au forfait et pas le paiement à l'acte. Et donc, vous ouvrez la possibilité, déjà pour les médecins volontaires, exerçant en groupe et travaillant avec d'autres professionnels, d'être rémunérés sous une forme intégralement forfaitaire. Alors, ils peuvent choisir, est-ce que ça s'appliquera à leur patientèle entière, à une partie, etc. Donc, vous ouvrez la voie à la capitation. En même temps, au début du podcast, vous me disiez que vous étiez très attaché au paiement à l'acte. Alors, j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est est-ce que, au niveau de la santé publique, vous êtes sûr que c'est efficace ? Évidemment, tout le monde parle du modèle anglais, avec la fameuse étude du Lancet que tout le monde diffuse. Lancet, qui est quand même un magazine de référence, qui a prouvé, en tout cas démontré, a observé que la capitation en Angleterre n'était pas efficace d'un point de vue de la santé publique. C'est un système de rémunération qui me semble assez rejeté par les médecins libéraux dans leur ensemble, à peu près. Je peux me tromper. Ma question, c'est est-ce que c'est efficace et comment va évoluer la rémunération des médecins libéraux dans l'avenir du point de vue de l'assurance maladie ? L'objectif est-il d'avoir une plus grande part du paiement au forfait au détriment d'un paiement à l'acte ces prochaines années ? Et est-ce que vous pensez que c'est efficace, la capitation ? 2 petites questions. Alors, est-ce que je pense qu'il va que la Enfin, pardon, je vais prendre la réponse dans l'autre sens. Thomas Fatome et moi-même, enfin en tout cas la CNAM aujourd'hui, on est convaincus que un bon système de santé, il repose sur à la fois de la tarification à l'acte et de la tarification et de la rémunération au forfait. C'est vrai pour les établissements de santé et c'est vrai pour la ville. On a besoin de l'acte parce que l'acte, il permet au système quand même de fonctionner. On a beaucoup de patients, on a beaucoup d'actes. Enfin, je veux dire, les médecins généralistes, c'est 1 million de consultations par jour, c'est considérable. Je veux dire, et ce système, il a besoin du coup d'une tarification, d'un modèle de rémunération qui soit incitatif à l'activité dans une période. Alors, vous sauriez, il y aurait 10 fois trop de médecins, on raisonnerait pas pareil, parce que là, on se dirait, bah voilà, il y a d'une certaine manière pour les professions pour lesquelles il y a une surdensité. Évidemment, la tarification à l'acte, elle est pas très pertinente. Mais quand pour une profession qui de toute façon n'a pas besoin d'aller chercher de l'activité parce que l'activité vient à elle, on a intérêt à ce que cette activité elle soit très bien rémunérée parce qu'on a intérêt en réalité à ce que vous preniez plus de patients. Donc ça, c'est une conviction très forte. Il y a aussi une autre conviction qui est que quand vous regardez les réformes dans les établissements de santé, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas rémunérées par l'acte. La prévention, elle n'est pas bien rémunérée par l'acte. Les missions spécifiques que vous pouvez réaliser, elles ne sont pas rémunérées par l'acte. Les vacations de vaccination, l'IVG, c'est pas de l'acte, c'est une sorte de forfait global. Donc, il y a quand même un certain nombre de missions. Dans les établissements de santé, on a considéré que les urgences, maintenant, voilà, il fallait que ça sorte en partie de la tarification à l'acte pour des bonnes raisons, en disant que, bah oui, l'établissement de santé, si il voit son équilibre économique qui est déformé en fonction du nombre de personnes qui arrivent aux urgences, bon. Et donc, la question, c'est de savoir quel est le bon curseur entre la rémunération à l'acte et le forfait qui vient rémunérer une activité, pour moi, qui est supplémentaire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est la fonction de médecin traitant. La fonction de médecin traitant, vous, en tant que médecin, la consultation à 30 € avec un patient, ben, c'est pas exactement la même avec un patient que vous allez voir une fois et avec un patient que vous connaissez, dont vous allez vérifier le suivi, que vous allez rappeler, etc. Et en fait, toute cette coordination, c'est très difficile de la tarifier à l'acte.
parce que combien ça coûte, etc. Et donc le fait de se dire, en fait, c'est le patient, c'est le suivi du patient qui emmène une rémunération, et c'est la complexité du patient qui emmène une rémunération supplémentaire. Je trouve que c'est assez vertueux. Et donc ce système-là, qui est un système un peu bicéphale, je pense il a plutôt montré sa valeur. On l'a amélioré là dans la convention, parce que c'est pas juste un virement que vous allez recevoir tous les 3 mois en vous disant pourquoi est-ce que ça a bougé de plus 1%, moins 20%, quel rapport avec la ROSP. Bon, donc quelque chose que vous serez en mesure de piloter de manière beaucoup plus fine. Mais je pense que ça a de la valeur d'avoir ces 2 éléments de rémunération. Et Parce donc, que c'est dans le l'autre sens, projet pour les prochaines années, c'est de garder ces 2 types de rémunération? absolument, D'accord. absolument. Après, Est-ce que il vous y a aussi comptez, diminuer, une part du paiement à l'acte en faveur de la capitation? Non, enfin, en tout cas, là, dans la convention, elle maintient les grands équilibres entre activité et forfait. OK. En revanche, ce qui est sûr, c'est que il y a, je veux dire, quand vous parlez à des médecins généralistes qui sont salariés de centres de santé, ils font aussi une activité qui est essentielle. Ils accueillent pas nécessairement exactement les mêmes publics que des médecins généralistes qui sont installés, parce que vous avez dans certains centres de santé une part de patients précaires plus importante, etc. Et donc, vous avez aussi des médecins généralistes qui choisissent l'exercice salarié en centre de santé. Donc, j'allais dire, ça, c'est de la totale capitation, si on peut le dire de manière un peu triviale. C'est du salariat, ouais. C'est du salariat. Et en fait, le choix du salariat, il est aussi hyper légitime. Et il y a aussi certains de vos confrères qui préfèrent le salariat parce que ça leur permet d'avoir plus de temps avec leurs patients, et c'est plus adapté sans doute aussi à certains patients. Et donc, c'est là où on a besoin aussi. Enfin, moi, je pense qu'on a à la fois besoin de médecins généralistes traitants qui exercent en libéral, et de centres de santé qui accueillent des publics qui ne seraient pas accueillis dans d'autres cas. Parce que, je veux dire, un médecin généraliste libéral, il peut pas avoir 50 patients AME dans sa semaine, c'est pas possible. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on a besoin un peu de tout pour que ces systèmes fonctionnent. Et donc, sans nécessairement opposer les modèles. Et puis après, sur ce qu'on va lancer sur la capitation, il y a effectivement des groupes de médecins qui ont envie, qui sont dans cette logique de mettre en commun leur rémunération. Donc, pour le coup, il y a quand même une incitation à l'activité, puisque c'est bien l'activité. Mais en revanche, ils veulent pas faire de distinction entre eux, et donc c'est vraiment une mise en commun de leur activité. Et donc, on va voir ce que ça donne. Mais j'allais dire, si certains ont envie de le faire, pourquoi les en dissuader, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on ouvre cette possibilité. OK. Concernant alors, j'ai découvert quelque chose dans cette convention, c'est le financement des syndicats avec ce qu'on appelle les fonds conventionnels. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ce financement et ses modalités? À ce que j'ai compris, donc c'est quelque chose que j'ai découvert en préparant ce podcast, c'est, l'assurance maladie qui rémunère les syndicats qui ont participé à la signature de la convention, si la signature est bien effective. C'est bien cela? Alors ma première question évidemment c'est une de mes dernières, hein, rassurez-vous, c'est est-ce que ça gêne pas la discussion lorsque un des interlocuteurs rémunère l'autre pour obtenir un accord? En fait, on rémunère pas alors, je suis pas une spécialiste mondiale de la rémunération conventionnelle, parce que c'est en fait quelque chose qui est essentiellement géré du côté du ministère. Mais si vous voulez, la convention, elle dit, en fait, à partir du moment où vous rentrez dans le contrat, vous avez des obligations en tant que contractuel, que partie contractuelle. Et donc, notamment, vous avez de la formation, vous devez participer à des réunions, vous devez animer des CPL, donc des comités locaux, vous devez étudier les cas des dossiers des médecins dont les dossiers ont été retoqués par l'assurance maladie. Donc, en fait, vous avez une mission, quoi, en tant que médecin, en tant que syndicat. À partir du moment où vous signez avec l'assurance maladie, elle vous confie, vous avez une mission qui vous est confiée. Donc, cette mission-là, elle est quand même rémunérée, notamment sur les activités qui sont des activités obligatoires, type celle-là, la CPL, le fait de participer aux discussions avec l'assurance maladie. Hein. Les médecins qui travaillent avec l'assurance maladie, il faut bien qu'ils puissent être en partie notamment dédommagés sur leur trajet. Donc, c'est normal, si vous voulez, qu'un syndicat, à un moment donné, il puisse avoir un financement qui est lié à son activité de syndicat. Un syndicat qui ne signe pas avec l'assurance maladie, il a pas d'obligation de formation, il n'a pas d'obligation de participer au CPL, il n'a pas d'obligation de participer au CPN, il n'a pas d'obligation de discuter avec l'assurance maladie. En fait, c'est un travail quand même Bien quand vous êtes sûr. un syndicat et que vous topez avec l'assurance maladie, vous rentrez dans l'application d'un contrat. Et en fait, l'application de ce contrat, ça demande du temps, quoi. Mais je trouvais ça étonnant que l'assurance maladie, qui était un interlocuteur dans cette discussion, un des 2 acteurs,
rémunère en cas de signature l'autre intervenant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de rémunération. Donc les syndicats ont tout intérêt à signer. Honnêtement, l'histoire a montré que non. Hein, quand ils nous ont tous claqué la porte à l'issue de la première négociation, ils n'étaient pas d'accord, ils ont claqué la porte. Il y a un des syndicats qui n'a pas signé. Donc, et honnêtement, jusqu'à la dernière minute, on n'était pas du tout sûr que les syndicats signent. Donc, je veux dire, c'est un financement qui leur est utile, mais qui leur est pas indispensable. Mais dans l'autre sens, voilà, à partir du moment où vous avez une activité syndicale obligatoire avec l'assurance maladie, il faut bien que, en tout cas, cette activité-là, elle puisse être dédommagée. Enfin, je veux dire, pour le coup, plus personne. Enfin, déjà que c'est compliqué d'être syndiqué quand vous êtes médecin, parce que ça vous prend du temps. Vous avez votre activité, vous devez en plus aller à la CNAM, vous devez travailler dans des groupes de travail, etc. Si en plus vous n'êtes pas indemnisé, ça commence à devenir très très compliqué, quoi. Très bien. Je vais vous poser ma dernière question. J'ai lu dans la presse, en l'occurrence, que le cabinet de conseil Capgemini, pour pas le nommer, était intervenu auprès de la CNAM lors de la rédaction de cette convention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les modalités de cette intervention et est-ce que c'était indispensable? Est-ce qu'on n'aurait pas du personnel, dans la CNAM déjà payé, déjà salarié, qui aurait pu faire ce travail? Alors, c'est marrant, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un espèce d'énorme fantasme sur les cabinets de conseil qui seraient des espèces de... C'est très à la euh, mode, ouais. c'est hyper à la mode. Donc ça, le cabinet de conseil, c'est vous faites un post sur LinkedIn sur un cabinet de conseil, vous faites un article sur ça prend direct. C'est pour ça que je vous Euh, pose la question ouais, directement. ouais, non, non, mais enfin, je comprends tout à fait la question. Et par ailleurs, je pense que les médecins qui ont vu ça ont dû se dire, mais il faut imaginer que gérer une convention médicale, moi, grosso modo, j'avais 15 personnes dans mon équipe sur cette convention médicale, sachant que par ailleurs, ces 15 personnes-là, elles s'occupent aussi d'autres professions à côté. Donc c'est hyper lourd. Enfin, c'est des travaux qui sont considérables. Et donc, on a, pour cette convention en particulier, parce qu'en fait, on s'est dit qu'on s'en sortirait pas, surtout quand on a repris les discussions, qu'on allait avoir besoin juste d'un cabinet pour nous aider à faire des beaux PowerPoint, ne serait-ce que ça, des beaux PowerPoint. Donc, en fait, ils nous ont aidé à faire du soutien, je sais pas comment dire, à faire de la mise en page. Quand vous regardez nos PowerPoints, ils sont tout beaux, il y a des logos, des bidules, etc. Honnêtement, moi, dans les 15 personnes dans mon équipe, j'ai pas une personne qui a du temps pour aller faire des PowerPoints super chiadés, etc. Donc, en fait, on avait besoin, enfin, on aurait pu l'intégrer, mais compte tenu du timing et compte tenu de nos effectifs et compte tenu de voilà. Par ailleurs, les syndicats voulaient absolument avoir les supports très en amont, et donc c'était un engagement qu'on avait pris de pouvoir livrer les supports en amont. Mais en fait, faire un support, vous avez toute la partie réflexion, etc. Mais en fait, il faut le produire, quoi. Et donc, en fait, Mmh. tout ça, c'est une ingénierie de malade, parce qu'il y a des groupes de travail, etc. Donc, ils ont rien produit. Ils ont rien produit sur le fond, mais j'allais dire, ils n'auraient pas été capables de produire sur le fond. C'est-à-dire, c'est tellement technique une convention. Enfin, vous l'avez vu. Enfin, en lisant le truc, enfin, je veux dire, il faut des spécialistes mondiaux de la convention médicale et de la nomenclature, etc. Donc, de toute façon, les accusations sur ça a été, je sais pas quoi, externalisé, etc. C'est idiot dans le sens où ça n'est même pas possible. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui travaillent sur la convention médicale, c'est des super experts, des super juristes, des super spécialistes de la nomenclature. Personne ne peut rentrer à ce niveau de technicité. Mais en revanche, c'est clair que quand vous voyez on a 50 groupes de travail pour lesquels il faut faire 50 PowerPoint, et il faut mettre des mises en page, etc. On avait effectivement besoin d'un petit soutien ponctuel pour nous aider à gérer tout ça, parce que moi, les gens, ils s'en sortaient pas, quoi. Compris. Voilà. Marguerite Cazeneuve, je vous remercie infiniment. On a passé Bah, 1 heure merci à 3 vous. minutes ensemble. Est-ce que vous souhaitez rajouter un mot, c'est pas obligatoire, pour, préciser quelque chose dont on aurait oublié de parler, pour, vous exprimer aux médecins généralistes qui nous écoutent, si vous le souhaitez? Non, non, mais déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très, enfin, je trouve ça sympa de vous intéresser à l'assurance maladie. C'est vrai que l'assurance maladie, elle est perçue comme un espèce de monstre un peu bureaucratique, très éloigné du terrain, etc. Voilà, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire à l'assurance maladie pour montrer un visage plus humain, pour être plus à l'écoute des médecins, plus à l'écoute des professionnels, être moins dans l'administratif, moins dans le... mais ça reste une institution voilà, qu'on a la chance d'avoir en France. L'assurance maladie, c'est hyper précieux pour la cohésion sociale, c'est hyper précieux aussi pour le système de santé. Voilà. Et je pense quand même que derrière
les reproches qu'on peut parfois nous faire. Enfin, moi, j'ai senti là, à l'issue de cette convention-là et de ces discussions-là, qu'il y a quand même un attachement fort des médecins libéraux à la relation qu'ils ont avec l'assurance maladie, parce que finalement, le fait que ça passe par un contrat, ça n'existe plus du tout en France. Hein, le système de contrat, quasiment plus. Les partenaires sociaux, ils négocient vite fait sur l'assurance chômage, mais enfin, un contrat sur lequel, voilà, il y a deux parties qui se mettent d'accord sur les termes exacts de leur activité, du remboursement de leur activité, ça s'appelle la démocratie sociale, et c'est encore vivant grâce à la convention entre les professionnels de santé et l'assurance maladie, et donc c'est un bien qui est quand même très précieux, et voilà, et je pense que il faut qu'on continue de le défendre, et on va, moi depuis que je suis arrivée il y a 3 ans à l'assurance maladie, mais dans les années qui vont venir, continuer à essayer de montrer, ça sert à rien de dire aux médecins qu'on les écoute, qu'on les entend, il faut aussi des preuves d'amour, mais voilà, de vraiment travailler sur les irritants, de vraiment travailler sur voilà, moi je rencontre beaucoup de médecins, voilà, il faut qu'on arrive à vous faciliter la vie dans une période qui est hyper compliquée. Je pense aussi qu'il faut qu'on vous dise, parce que c'est vrai qu'on a compris quel était votre quotidien, parce que par ailleurs, enfin moi j'ai plein de copains qui sont médecins généralistes. Enfin je veux dire, on vit pas dans un monde, on vit dans un monde normal, quoi. Donc en fait, on voit bien, indépendamment des visites professionnelles, on a tous des médecins dans notre entourage. Donc on sait à quel point c'est un exercice qui est compliqué. On a une période compliquée à passer parce que vous n'êtes pas beaucoup et vous n'allez pas être beaucoup dans les quelques années à venir. Il faut qu'on arrive à passer ce cap-là. Et voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut pour être à vos côtés, mais voilà, l'assurance maladie, même si c'est pas toujours perçu comme ça, et un vrai soutien de la médecine libérale. Et donc voilà, je tenais à passer ce petit message d'amour. Ce petit message d'amour, voilà, en fin de podcast, exactement. Merci infiniment. Au revoir. Merci beaucoup pour votre invitation.